Bonjour tout le monde et bienvenue dans le module Comment faire des bonnes cartes Anki. Je m'appelle Nurgeldi et je suis étudiant en troisième année de médecine humaine à l'Université de Genève et je suis un passionné des programmes Notion et Anki. En ayant fait personnellement plus de 3000 cartes, j'ai une grosse envie de partager mon expérience avec vous. Avant de commencer, je voudrais bien préciser quelque chose. Ce n'est pas l'unique façon d'utiliser Anki. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez aller checker sur YouTube. Et aussi, je vais illustrer mes propos à l'aide des exemples qui seront tirés de mes études de médecine. Mais bien évidemment, vous pourrez utiliser aussi Anki pour d'autres domaines. Et cette vidéo n'est pas destinée aux débutants qui viennent de découvrir ce programme. Il vous faut d'avoir quelques petites bases pour comprendre cette vidéo. Juste avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je vais commencer par évoquer brièvement la règle d'or d'utilisation d'Anki qui dit qu'il faut revoir les cartes Anki tous les jours pour que la magie de l'algorithme fonctionne et pour qu'il vous propose les bonnes cartes au bon jour. Et pour vous motiver, je vous ai mis une petite citation d'un grand athlète, Kipchoge, qui m'inspire grandement. Je vous ai mis une extension, un greffon, qui s'appelle Heatmap Add-on, qui va mettre en couleur les jours où vous avez révisé. Donc comme ça permet de garder la motivation à long terme. Et puis évidemment, il y a un petit caveat à ça. Si vous sentez un jour que vous avez besoin d'une pause, prenez-la, puisque en médecine, on n'est jamais à l'abri d'un burn-out, donc il faut prendre soin de vous. Ça, c'est le plan de la vidéo, je vous laisse mettre sur pause pour lire. On va commencer par les caractéristiques des bonnes cartes. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne carte? Une bonne carte comporte une question ou la phrase, si vous utilisez le close deletion, qui est la plus courte possible. Et je vous ai choisi plusieurs exemples, comme par exemple celui-là, encore celui-là. Mais le troisième exemple, il est un peu contre-intuitif, puisque là, je viens de vous dire la plus courte possible. Mais parfois, c'est aussi bien de faire des questions un peu plus longues, comme par exemple cette troisième carte qui est longue, mais qui est excellente. Si vous êtes en troisième année, vous pouvez vous entraîner à y répondre. Ensuite, qui dit question courte, dit aussi les réponses courtes. Et puis également, je vous ai mis des cartes où la réponse, elle fait effectivement un mot, voilà, phonémique, adénoïdie, etc. Pour atteindre ce but, pour respecter cette règle, vous pouvez recourir à des close deletions, c'est les phrases à trous, ça c'est le meilleur moyen. Comme ça, le temps de réponse à une telle carte va faire plus ou moins 10 secondes. Donc ça c'est, si vous répondez à une carte en moins de 10 secondes, ça c'est généralement un bon critère. Ensuite, utilisez plutôt des questions fermées. Qu'est-ce que c'est une question fermée? Bah voilà, vous avez un exemple, une question fermée, une question précise et une réponse précise. Contrairement, par exemple, parfois j'ai vu des cartes telles que genre expliquer la circuiterie intrinsèque du cervelet. Après, la réponse, elle fait plusieurs pages. Et puis, généralement, moi, quand même, je préfère les questions fermées. Ensuite, une carte, une notion. Au lieu de faire une gigacarte, qui est une carte chargée en informations avec plusieurs éléments, bah, faites des multitudes de cartes simples. Par exemple, vous prenez cette gigacarte et vous la divisez en plusieurs cartes simples. Du coup, à la limite, c'est mieux de faire 30 cartes simples qu'une seule carte trop chargée. Et je vais illustrer mes propos à travers un exemple. Au lieu de faire une telle carte, vous pouvez faire des questions qui portent sur des détails spécifiques, qui sont un peu chiants à mémoriser autrement. Et voilà, je vous ai mis quelques exemples, trois cartes tirées par rapport à ce sujet-là. Du coup, vous pouvez voir que j'ai un peu décortiqué le sujet compliqué qui est la circuiterie intrinsèque du cervelet en plusieurs thématiques. Par exemple, les différentes fibres qui entrent et puis les différentes composantes cellulaires des différentes couches, etc. Du coup, j'ai un peu décortiqué le sujet en éléments plus simples. Ensuite, je vous conseille également de mettre du contexte dans les extras. Ça va vous permettre d'économiser du temps lors de vos révisions, mais également surtout pour les images. Voilà, ici, il y a un close deletion. Et tout de suite en bas, dans les extras, lorsque vous aurez répondu à cette question, il y aura une petite image. Ensuite, il faudra mettre en gras et souligner. Ça, c'est assez important pour que durant vos révisions, vous répondiez vite à des cartes. Puisque l'œil, il va être attiré par des choses qui sont en gras et qui sont soulignées. Et ainsi, vous allez être plus efficace. Ensuite, je vous conseille d'installer l'add-on ou le greffon qui s'appelle Image Occlusion. Ça va être surtout utile pour l'anatomie. Ça marche crème vraiment avec l'atlas des néters. Et comment ça marche? Vous allez prendre une image de néther et vous allez cacher
les noms des structures. Et puis après, Anki, ça va vous demander de quelle structure il s'agit. Pour organiser vos cartes, je vous propose le système suivant. C'est le système de tags. Comment ça marche? Bah, vous faites un seul deck ou éventuellement trois decks pour les premières. Et puis ensuite, vous utilisez les tags pour organiser les cartes. Et comment ça marche? Par exemple, j'ai pris un exemple d'un tag que j'ai utilisé. Vous écrivez cela dans le champ prévu à cet effet. Et puis le 2 points, ça veut dire que ça met en sous-catégorie. Par exemple, le TP de Rachis, c'est une sous-catégorie d'anatomie, etc. Et à chaque fois, il faut mettre 2 points. Et puis au final, si vous respectez cela, ça va vous donner ça quand vous allez aller dans l'onglet Browse. Donc ça va organiser vos cartes de telle manière. Bien évidemment, il y a des vidéos qui expliquent ça aussi sur YouTube. Ensuite, ce que j'ai trouvé un peu fascinant avec Anki, c'est d'apprendre les listes un peu chiants avec des mnémotechniques. Donc au lieu de mémoriser la liste, vous mémorisez un mnémotechnique. Par exemple, pour les 5 grains de fonction limbique, je mémorisais un mnémotechnique Homer que j'ai inventé moi-même. Oups, pardon. Et du coup, ça résume les fonctions limbiques. Ou encore, je vous ai mis un autre exemple ici. Un concept important à saisir, c'est que Anki ne devrait pas être exhaustif. On ne devrait pas mettre 100% du cours dans les cartes Anki. Vous devrez seulement choisir l'information pertinente pour l'examen que vous avez de la peine à mémoriser autrement. Donc moi, j'imagine Anki un peu comme l'antibiotique de dernier recours. Donc si on prend un cours, dans chaque cours, il y a des généralités qui sont trop easy normalement et des ultra détails qui ne sont pas pertinents pour l'examen. Et donc, moi, je vous propose de ne pas anquifier cela, les généralités, et pas aussi cela, et pas aussi les détails, puisque c'est un peu inutile s'ils ne sont pas pertinents. Et puis vous vous concentrez tout ce qui se trouve au milieu. Et même parmi les informations qui se trouvent au milieu de ce spectre, vous n'allez pas anquifier tout. Vous allez regarder ce qui est pertinent et ce qui est dur à mémoriser, et vous allez anquifier seulement cela. Donc ça ne doit pas être exhaustif. Et donc ça, ici, je vous ai mis quelques exemples bêtes. Voilà, si vous voulez lire. Ensuite, il faudrait éviter les ambiguïtés. Et cela de deux façons, notamment lorsque vous choisissez le mot que vous voulez cacher dans close deletion. Je vous ai mis deux exemples ici. Par exemple, si vous cachez ici le nerf suprascapulaire, il n'y a pas d'ambiguïté puisqu'il y a un seul nerf qui innerve le supraépineux. Par contre, si vous cachez le muscle supraépineux, là, il pourrait y avoir une certaine ambiguïté puisqu'il y a deux réponses possibles, puisqu'en effet, le nerf suprascapulaire innerve le infraépineux et le supraépineux. Donc, faites attention à ça. Et aussi, vous pouvez utiliser des indices ou des hints. Par exemple, ça, j'ai tiré une carte du cours sur Alzheimer. Donc ici, la carte nous propose de choisir entre hypo et hyperphosphorylé. Et pour faire cet indice, tout de suite après la réponse, vous mettez 2 points et vous écrivez l'indice que vous voulez. Voilà, ça marche comme ça. Après un cours, je mets toutes les infos dans un seul endroit. En l'occurrence, pour moi, ça va être ma fiche Notion. Ensuite, je fais le premier passage sur cette fiche. Ça fait référence à ma vidéo sur ma première année. Et pendant ce premier passage, j'essaye de comprendre. Ça, c'est très, très, très primordial. Il faut comprendre avant d'identifier quoi que ce soit. Ensuite, il y a bien sûr un apprentissage partiel qui se fait. Et pendant ce premier passage sur ce fiche, je fais une analyse des candidatures pour Anki, les informations que je voudrais bien anquifier. Et ensuite, j'ai créé, seulement après cette étape que je commence à créer les cartes Anki pour un cours ou une sous-partie. Et tout cela d'une seule traite. C'est-à-dire, je m'assois et pendant 1, 2, 3 heures, je vais me concentrer sur les Anki pour un seul cours. Et je préfère faire ça d'une seule traite pour ne pas perdre le fil rouge. Et puis, ça demande bien évidemment beaucoup d'énergie et de concentration. Alors, quelle est ma perception d'Anki? C'est un outil secondaire pour moi, puisque l'outil primaire, c'est le programme Notion. Et du coup, Anki va me permettre de garder en mémoire des informations pertinentes. C'est un peu comme les pièces d'un puzzle, le puzzle étant le cours. Et puis, ce qui est un peu chiant avec Anki, c'est que avec du temps, les pièces du puzzle se mélangent, puisque dans Anki, généralement, les flashcards n'arrivent pas dans l'ordre. Et donc, ce que je trouve bien pour y remédier, c'est de temps en temps revoir la fiche Notion. Ça permet de remettre très très vite les pièces de puzzle dans l'ordre. Mais généralement, ça va assez vite puisque les puzzles ils sont là. Il suffit juste de les ranger dans l'ordre. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces en vrac. Tout d'abord, lorsque vous créez vos cartes, vous avez un petit bouton ici,
un petit bouton ici. Et si vous pressez sur ce bouton, ça va conserver le champ en question. Puisque si vous, par exemple, si vous remplissez les champs et vous cliquez sur créer une carte, bah, tous les champs que vous avez remplis, ça va disparaître à chaque fois que vous mettez créer la carte. Donc pour y remédier, vous pouvez presser ici et ça va garder tout ce qui est écrit dans un champ. Essayez-le, franchement, c'est assez intuitif, c'est pas dur. Ensuite, practice makes perfect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Anki, ça demande de l'apprentissage, c'est un skill qui s'apprend. Ça, moi, personnellement, il m'a fallu 3 essais pour comprendre comment ça marche. Au début, j'ai pas du tout kiffé ce programme. Et puis, c'est pour ça, il faut pas être découragé au début. Parce que je sais, j'ai passé par là, j'étais en première aussi, et c'était vraiment, vraiment dur à choisir ce qu'il faut enquifier. Puisqu'on arrive comme ça à l'université, c'est notre première année, et tout nous paraît important, et puis c'est assez dur. Mais ne vous laissez pas décourager par ça, le feeling, il va venir. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner et surtout faire des QCM pour voir ce qui est pertinent dans un cours. Les Anki sur téléphone, ça c'est pas mal, ça va vous permettre de réviser dans n'importe quelle situation. Je sais que sur Apple, ça coûte 20 ou 30 balles l'application pour iPhone, mais je pense que ça vaut largement le coup de l'acheter, puisque vous payez une seule fois après, vous pouvez l'utiliser toute la vie. Et puis moi personnellement, je révise sur Anki tous les jours dans le bus lorsque je vais à l'uni. Ensuite, faire des sauvegardes, je pense que c'est assez logique pourquoi il faut le faire. Et puis la dernière chose, c'est de faire un peu de teamwork avec vos potes. Franchement, Anki, c'est énergivore et chronophage. Et puis proposez à vos amis, s'ils sont motivés, vous pouvez faire des cartes ensemble. Mais par contre, attention, il faut avoir le même standard de qualité. Comme ça, vous faites tous les deux ou tous les trois les bonnes cartes. Et c'est pour cela que je vous propose d'envoyer cette vidéo pour synchroniser vos agendas. Je voudrais finir cette vidéo en souhaitant du courage aux premières années. Je sais que c'est dur, mais ne lâchez pas de prise. Je crois en vous. Je vous ai mis même une petite citation de Ronaldo, The harder you work, the luckier you get, qui est particulièrement d'actualité pour le QCM. Et sur cela, je vous souhaite une excellente journée et merci pour votre attention.